bienvenue à Thomas Tues, directeur général d'Afrique centrale et de l'Ouest. Now, the first question La will toute première certainly question go to you. sera When we certainement talk about adressée à vous. Quand nous multimodal parlons transport de means, what transport does it mean to you, multimodaux, qu'est-ce que Tyro? cela signifie pour vous, Taïro? Merci beaucoup, Stéphane. C'est un plaisir pour moi de prendre part à ce panel. Donc, à notre niveau, en tant que structure AGL, nous sommes le tout premier réseau logistique intégré en Afrique. Nous opérons 20 concessions portuaires, 2 concessions ferroviaires. Nous sommes présents dans plus de 35 pays et nous avons plus de 33 000 employés. Donc, pour nous, le transport multimodal, c'est la capacité de pouvoir fournir à nos clients d'un point A à un point B de la manière la plus efficiente en combinant plusieurs moyens de transport. Donc pour nous, le transport multimodal, c'est la possibilité de livrer en temps et en heure à tout endroit du continent africain. Donc cela combine plusieurs voies de transport par la voie maritime, aérienne ou terrestre. Quoi qu'il en soit, l'efficience est de mise. Donc c'est ce que signifie le transport multimodal pour nous. Donc il est important d'être proche de nos clients et d'apporter des solutions adaptées sur mesure, nous permettant de sortir des sentiers battus afin de fournir et de proposer les bonnes combinaisons de transport avec le soutien de nos actionnaires, la famille MSI. Nous sommes en mesure de fournir nos services à tout endroit du continent africain. Merci Taïro. Question à votre endroit maintenant, Thomas. En quoi est-ce que le transport multimodal change la donne? Je pense que, conformément à ce qui a été dit, l'objectif pour nous, en Afrique et dans le reste du monde, on veut obtenir des biens de façon rapide, fiable et à coût réduit d'un point A à un point B. Donc le multimodal, c'est un concept importantissime car ça nous permet de choisir entre plusieurs modes de transport, que ce soit par fret aérien, ferroviaire, par la voie maritime, par la voie terrestre. Ça vous donne la méthode la plus rapide si vous avez besoin de ces biens de façon rapide, de la façon la plus fiable, ou de la manière à payer le moins, ou tout en même temps. Donc c'est très important, surtout en Afrique, car le coût du transport sur ce continent demeure assez élevé. Donc développer ces modes de transport multimodaux, ça va réduire ces coûts et rendre l'efficience beaucoup plus prononcée. Donc quand nous parlons de ce qui se passe en Afrique, on voit des pays qui réalisent des investissements dans la construction de routes, mais on ne parle jamais de chemin de fer. Et ensuite, on les voit, la plupart du temps, c'est des routes en tout cas, quoi qu'il en soit, on ne voit pas réellement le développement de tous ces types de modes de transport au même moment. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la base de l'expérience sud-africaine? Donc, moi, je viens d'un point où on a 30 km de chemin de fer, on a accès à des ports. Donc, c'est quelque chose qu'on voit pas que en Afrique du Sud, à l'échelle du continent, on voit que la part de marché du chemin de fer est en train de diminuer. Et nous sommes en train de tirer les fruits des anciennes politiques qui ont été mises en œuvre, qui consistaient à investir un peu moins dans l'entretien de ces infrastructures de chemin de fer. Donc, les gens ont trouvé une alternative à cette déficience du système ferroviaire. Et on voit qu'une large proportion de notre transport de marchandises se fait par voie terrestre. Donc, il faudrait peut-être retourner au principe de la bonne planification du transport et optimiser les différents corridors. Il y a des corridors qui sont indiqués pour certains produits. On sait que, par exemple, au niveau du transport par chemin de fer, il n'y a pas d'embouteillage et les camions doivent jouer un rôle complémentaire si tout est mis en place de façon adéquate. Donc, si on pense à la ZLECAf qui est en train d'être mise en œuvre, si on se penche sur la réalité de l'urbanisation galopante, d'ici à 2050, en Afrique, on aura près de 2 milliards de personnes sur le continent. Donc, si on ne change pas la vitesse par rapport à la proportion
proportion transport terrestre et transport ferroviaire, on va se retrouver peut-être à 0% de transport des marchandises par voie ferroviaire, ce qui serait navrant. Parfois, on parle d'ouvrir l'Afrique, il est important que les Africains vendent aux autres, mais j'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce qu'il est également dans la ligne de mire du marché mondial de dire qu'il est important d'ouvrir l'Afrique pour que de grandes entreprises obtiennent un marché intégré? Oui, ce que nous voulons, c'est un marché intégré fonctionnel. Et ce que je pourrais dire, parce que mon expérience est un peu différente, nous voulons voir les fruits. Nous voulons voir les fruits de cette ZLECAf. Et pour ce faire, le transport multimodal est très important. Nous parlons de l'arbitrage qui fait beaucoup de travail en Afrique dans les infrastructures pour pouvoir se focaliser davantage sur le transport. Donc ça, c'est un défi. Mais nous avons ces investissements qui sont en train d'être faits. Les routes sortent des terres, mais on ne veut pas voir des camionneurs ralentis aux frontières. Donc il y a des soucis à ce niveau. Moi, j'ai créé l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges commerciaux. Nous avons 12 projets dans les pays africains qui travaillent main dans la main avec le secteur public, le secteur privé pour résoudre cette question. Par exemple, au Sénégal, nous avons un projet qui permet de faciliter le traitement des différents camionneurs pour gagner du temps. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons au niveau de la Chambre de commerce internationale, mais au niveau des politiques, nous voulons nous assurer qu'il y ait des incitations financières pour que cela se produise, car rien ne sert d'en parler si au final le ministère des Finances au Sénégal ou le ministère des Finances dans un autre pays d'Afrique dit qu'est-ce que nous allons faire quand on va perdre ces impôts, ces taxes de douane, donc comment on compense? Donc il faut créer ce fonds d'ajustement qui est réaliste. Les économistes estiment cela à 10 milliards de dollars qui devraient être nécessaires. Deux enveloppes, l'une du secteur privé et des agences de développement. Je parlais à Kilmé en venant. Nous allons redoubler d'efforts pour s'assurer que l'AFD, les autres agences de développement, véritablement soutiennent cette transition, cette adaptation, afin que l'on ait les taxes de douane réduites et qu'on puisse créer les systèmes de facilitation numérique pour faire passer les marchandises facilement par les frontières pour pouvoir tirer parti pleinement de la ZLECAf. Parce que nous avons 450 milliards de dollars qui sont utilisés ici et 5% uniquement viendront de la facilitation des échanges. Donc on veut se focaliser sur le plus gros objectif, c'est-à-dire facilitation des biens et services à travers l'Afrique et vers le monde. Parlez-nous de votre expérience au Sénégal. Est-ce qu'il y a un lien entre les procédures douanières et les autres pays? Car on parle du commerce transfrontalier. Oui, nous avons vu des agences de développement qui voulaient aider, nous avions le gouvernement qui voulait faire des choses, mais ils ne savaient pas échanger avec les entreprises. Donc ce que nous avons créé, c'est une modalité pour que cela se produise. Nous avons rassemblé les parties prenantes, nous avons un véritable problème des entreprises et on a rassemblé les agences de développement qui voulaient apporter leur soutien aux entreprises afin qu'elles développent une solution pratique et l'OMD également, ainsi que le gouvernement. Et dans ce cas, il s'agissait d'outils numériques. Donc en réalité, ça doit être spécifique au contexte et au pays, parce qu'il y a des particularités qui entourent les arrangements douaniers et ce qui se passe autour des différentes frontières. Donc il faut vraiment avoir une approche spécifique. Donc quelle est votre expérience par rapport au dédouanement? Est-ce que cela prend du temps quand vous passez d'un pays à l'autre ou est-ce qu'il y a une forme de digitalisation? Ça prend du temps. Nous étions en
en train de discuter de cela dans la salle des intervenants. Vous pouvez bâtir toutes les infrastructures, mais si un camion va prendre 2 jours pour traverser la frontière et 5 jours pour être dédouané, bon, quel est l'intérêt? Et on dit cela, nous avons eu des conversations avec nos voisins du Mozambique où nous parlons d'avoir un corridor sans accroc où ils passent directement de leur port au nôtre. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous changez tout le système. Ça nous permet d'avoir cette transition ininterrompue à chaque passage frontalier. Et c'est faisable. Et ce qu'on pourrait mettre à profit, c'est en tant qu'autorité ferroviaire au sein des corridors, c'est d'avoir une meilleure planification pour comprendre les communautés et voir comment plus facilement nous pouvons passer d'un pays à l'autre. Il y a une opportunité à saisir entre la Zambie et la RDC qui font la même chose et l'Angola également. Donc il y a des fenêtres d'opportunité où les voisins peuvent adapter leur corridor, surtout pour ceux où il y a déjà du travail qui est fait, comme le corridor de Lobito à titre d'illustration. Donc on peut changer les choses juste en ayant un échange avec les autorités de régulation. Enfin, il est bien clair qu'il y a eu un changement au niveau de tout ce qui est fait. C'est vrai qu'on a des infrastructures, mais il y a tout ce qu'il y a comme documents. Il n'y a pas véritablement d'interface entre le système douanier ici dans ce pays et un autre pays. Donc c'est quelque chose qui est important et vous y travaillez. Alors au niveau de votre expérience, qu'est-ce que vous avez perçu à ce niveau-là, au niveau des procédures douanières? Alors je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Donc actuellement, ça nous prend 22 jours pour avoir un conteneur partant d'Abidjan pour arriver à la frontière du Mali. Alors, ce n'est pas vraiment une question d'infrastructure, c'est beaucoup plus une question de comment est-ce que le gouvernement communique et comment est-ce qu'on pourrait avoir justement une plateforme commune. Donc, bien entendu, la numérisation est particulièrement importante. La coordination est également très importante dans ce processus-là. Nous avons au niveau de la douane plusieurs cadres de travail qui en général ne sont pas en communication l'un envers l'autre. Donc si on arrivait à avoir un guichet unique qui nous permettrait justement de faire le traitement de toutes sortes de denrées de façon unique, ça nous aiderait. Donc bien entendu, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, on parle toujours de la capacité à échanger des produits et des biens assez aisément, mais ça prend toujours énormément de temps. Donc c'est important qu'on se focalise sur l'harmonisation de ce processus et pouvoir avoir un guichet unique qui nous permettrait justement de pouvoir gérer les douanes à un seul endroit plutôt que d'avoir plusieurs éléments. Je pense que c'est très sensé. Je voudrais justement apporter un élément d'information. Mon collègue au niveau de la Chambre de commerce internationale avait parlé de cette capacité à partir de l'information analogue vers l'information numérique. Mais en général, tout ceci est ralenti par le fait qu'on n'a même pas d'éléments de rapports qui sont indiqués. Par exemple, au niveau des connaissements, on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas enregistrés au niveau d'une base de données. On a un standard numérique implémenté au niveau de Singapour et c'est quelque chose qu'on essaie de faire justement, donc c'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que si on arrive à avoir la ZLECAf qui pourrait adopter donc ces nouvelles lois modernes de transport électronique qui ont donc été établies au niveau de Singapour, cela donnerait une avance particulière parce que ça donnerait une certaine reconnaissance numérique et permettrait à ce que toutes sortes de biens puissent être échangés assez aisément. Donc ça va énormément faciliter les échanges au niveau des différents domaine douanier. Et en fait, c'est une volonté politique qui doit être réelle, qui doit être implémentée. Ça ne coûte pratiquement rien. Ça, c'est un élément très intéressant. Le fait que ça ne coûte rien, justement, je veux parler de l'argent, puisque comment est-ce qu'on va pouvoir financer tous ces éléments-là? Il est important pour nous de pouvoir le faire, toutes ces réformes et également toutes ces infrastructures. Justement, il y a un élément important dont tout le monde a eu à parler au fur et à mesure, et je voudrais justement vous en parler, c'est juste que parfois on n'a pas toujours les mêmes standards, les mêmes règles d'un pays à un autre. Lorsqu'il s'agit par exemple des routes, c'est également la même chose lorsqu'on parle des chemins de fer. D'un pays à un autre, il y a pas mal de différences. Donc si vous voulez faire une amélioration, bien entendu, cela va demander
des dépenses. Donc comment est-ce qu'on va trouver le moyen de financer ça? Quel genre d'investissement on pourrait le faire? Mais justement, je pense que ça, c'est justement l'un des sujets les plus importants de ce forum. Et je crois fermement que la nouvelle ère sera l'ère de l'investissement dans les infrastructures dans les domaines ruraux. Au niveau des échanges commerciaux en Afrique, il y avait énormément de goulot d'étranglement à certaines époques, tout simplement parce qu'on avait plusieurs difficultés au niveau de la coopération en termes d'investissement venant du secteur privé dans certaines de ces infrastructures. Pour l'instant, en Afrique, on peut dire que les ports aujourd'hui ne peuvent plus être qualifiés de goulot d'étranglement. Aujourd'hui, quand on regarde les ports majeurs au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on voit un peu comment ces produits arrivent assez aisément, mais en général, là où ça commence à poser problème, c'est quand il s'agit de faire sortir ces marchandises justement pour les acheminer via la voie ferroviaire ou autre. Donc en fait, il y a un véritable besoin en termes d'amélioration des infrastructures via des investissements. Je ne pense pas qu'il y aurait une méthode qui sierait donc à toutes ces différentes pratiques, tous ces différents éléments, mais il est particulièrement important que nous nous tournions plutôt vers une coopération privée-publique, à avoir donc des partenaires dans le privé qui pourraient justement nous aider. Bien entendu, on a énormément de coûts au niveau de cette question justement de transport multimodaux, donc il est essentiel que nous puissions évaluer justement tous ces différents modes de financement qui pourraient nous aller, et il faut justement qu'on puisse tous pouvoir investir. Bon, je pense qu'actuellement même la voie ferroviaire est celle qui est la plus difficile à améliorer au niveau des investissements. Cela peut se faire également au niveau de certaines parties prenantes privées. Aussi qu'on puisse harmoniser les différentes procédures au niveau de plusieurs pays. Tous ces éléments-là sont des choses qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui en même temps nous permettraient de progresser de façon assez fulgurante. Alors Stéphane, je voudrais ajouter juste un petit élément par rapport à ce qui a été dit au niveau justement du financement. Je pense que pour les infrastructures, c'est particulièrement important d'avoir les pouvoirs publics dans le processus, parce que le développement des infrastructures en général ne peut pas se faire uniquement par des acteurs privés. C'est justement une coopération qui doit se faire entre le privé et le public. Aujourd'hui, pouvoir faire une voie ferroviaire, c'est quelque chose qui ne peut pas simplement se faire par un privé. Ça doit être une combinaison de financement et le gouvernement doit être dans une certaine mesure impliqué. Et tout ceci doit être une combinaison entre le privé et le public. Donc c'est quelque chose de positif économique, mais ça doit être positif aussi pour toutes les parties prenantes. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, justement, je voudrais simplifier un peu cette histoire. Tout tourne autour en fait du renforcement des différents bilans. Alors, il faut dire que, par exemple, quand on est en train de parler de cette question du corridor, par exemple, nord-sud. Quand on voit celui qui part de la RDC jusqu'en Afrique du Sud, il a énormément de potentiel actuellement. On a énormément de potentiel. Pas mal de capacités, mais actuellement, on est à peu près entre 300 et 1000 tonnes par année en termes de capacité d'échange. Mais il y a pas mal de choses qu'on peut encore faire pour améliorer justement cette capacité-là. Alors, ce que j'essayais de faire comprendre, c'est qu'il est important que nous ayons une approche à deux niveaux. On pourra justement trouver le moyen de financer la dette. C'est quelque chose qui devrait pouvoir se faire à nous-mêmes, notre propre niveau, mais également il est important qu'on prenne en compte certains autres éléments. J'ai parlé d'autres éléments, le renforcement par exemple des bilans comptables, mais il faut dire qu'au niveau des compagnies par exemple minières, il est important que nous puissions nous tourner vers elles puisqu'il y aurait justement une garantie qu'elles soient présentes sur le terrain pendant un bon bout de temps. Donc bien qu'on a un besoin de financement au niveau de ces initiatives, je pense que ce n'est pas durable de pouvoir le faire avec certains partenaires qui ne seront pas là pendant longtemps. Et bien entendu, on n'arrivera pas à s'en sortir à ce niveau-là. Merci. Je pense que
Puisqu'on parle de plus d'un seul pays, je pense qu'il faudrait qu'on se tourne vers une autorité qui soit au-delà de l'aspect national. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse aller au-delà justement de la volonté des différents pays, une entité supranationale en fait. Donc, parce que chacun a ses standards pour différentes infrastructures. Donc, alors, je suis australien, j'ai eu à participer à plusieurs sessions et je me suis rendu compte de plusieurs éléments. Il faut dire qu'actuellement, on a clairement à l'esprit que le futur de l'Afrique, justement, est focalisé sur cet élément-là, cette amélioration de toutes sortes d'infrastructures, mais au niveau des pays, mais également au niveau régional. C'est tout ceci qui permettra justement aux différents pays de s'améliorer de façon générale. En même temps, il y a énormément de concurrence entre les différentes économies, par exemple au niveau de l'Asie, pour être au-devant de ce projet. Donc, on avait eu par exemple un projet qui s'appelle le Pathfinder Projet, un projet tout à fait volontaire, et les pays comme le Vietnam en général voudraient par exemple s'améliorer dans un domaine et ensuite peut-être la Malaisie pourrait essayer de faire pareil. Donc tout ceci a eu tendance en fait à créer une espèce d'élan. Donc certains pays ont tendance à vouloir être à l'avant. Je voudrais, juste avant de continuer, revenir sur la question des infrastructures, surtout en termes d'investissement. Je fais partie du conseil d'administration du FMI et nous voyons en fait combien de fonds nous avons pour la question justement des investissements. Je suis ici en Afrique, nous n'investissons pas dans ce sens-là au niveau de notre fonds de pension en Afrique, mais j'essaye justement de changer cela. Donc nous avons construit des aéroports, nous avons construit des routes au Mexique, etc., dans d'autres pays. Il faut dire que l'élément commun, c'est que notre mandat demande à ce que nous investissions dans des économies qui sont alliées au niveau de certaines entités. Alors, comment est-ce qu'on améliore ces standards-là en Afrique pour pouvoir justement limiter les risques? Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir des risques qui seraient mitigés? Donc, on a un processus sur lequel on travaille et actuellement, l'objectif, c'est d'améliorer donc les modèles de gouvernance entre des partenariats publics-privés pour pouvoir justement permettre à ces pays-là de faire partie des pays dans lesquels on peut investir sur le long terme. Et je pense que nous aurons justement l'opportunité d'améliorer cet élément-là. Bien entendu, c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement aisé. L'état de droit est quelque chose de très important. C'est pour ça que j'ai été si focalisé sur l'expansion et le renforcement des échanges entre différents pays, puisque je suis bien conscient du fait qu'au fur et à mesure que les choses progresseront, ce sera toujours un élément clé. Alors, une autre question. And I want us to have this during this conversation. Je souhaiterais justement qu'on ait ça à l'esprit. What do we lose? Qu'est-ce que nous perdons concrètement si nous ne réussissons pas à créer cette interconnexion? Si on n'a pas la possibilité d'accélérer cette interconnexion de l'Afrique, en particulier dans le domaine du transport, en termes de temps, d'opportunités d'affaires. Alors, comme on a eu à le dire, l'AfCFTA, c'est une opportunité extraordinaire, mais si nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui d'avoir les infrastructures nécessaires, nous n'allons pas pouvoir continuer dans ce sens-là. Alors, je pense que le premier élément pour pouvoir avoir le coût approprié, ce serait justement de pouvoir avoir un certain nombre de pays qui soient ensemble, avoir un marché intégré. Et je dirais que ce n'est même pas vraiment une question de comment est-ce qu'on pourrait y arriver ou si on y arriverait. C'est juste que si nous ne le faisons pas, on n'y arrivera tout simplement pas. C'est une espèce de cercle vicieux. Si on n'a pas de volume, si on n'a pas une masse critique, on n'aura pas la possibilité d'apporter des produits à des coûts appropriés, on n'aura pas la possibilité d'avoir des retours sur investissement au niveau de nos infrastructures. Alors du coup, c'est une espèce de cercle vicieux où la question qu'on se pose n'est pas de se demander qu'est-ce qu'on va perdre, c'est juste qu'il faut comprendre que cela doit se faire.
je pense que l'un des éléments clés qui est ressorti justement de ce forum, là, c'est ce qui a eu à se dérouler récemment en Afrique. Donc, cette augmentation là, de la production et de tous ces produits-là qui sont conçus en Afrique et qui sont consommés en Afrique. Donc, si quelqu'un vient s'installer en Afrique et commence à fabriquer quelque chose, il observera donc le marché des consommateurs et il verra que si le marché, c'est uniquement des pays individuels, parce que, bien entendu, en termes d'infrastructures et de règlements, il n'y a pas de possibilité pour aller plus loin dans d'autres pays, bien entendu, cet investissement devient beaucoup moins intéressant. Donc, si on continue d'insister sur l'importance du fait que l'Afrique se focalise pour pouvoir faire de la fabrication sur le terrain et même éventuellement à un moment de pouvoir exporter, il est important pour nous de pouvoir créer une masse critique, pas seulement pour l'importation, mais également pour du point de vue de la consommation. Ça nous permettrait justement de continuer dans ce sens-là. Alors, moi je dirais qu'on perdra tout en fait. Comment est-ce que vous allez pouvoir nourrir 2 milliards de personnes? Si vous êtes sur la voie de l'industrialisation et que vous êtes supposé être la deuxième entité avec la plus forte croissance, mais vous n'avez même pas les moyens pour pouvoir nourrir vos populations, bien entendu, vous perdez énormément. Je pense que l'élément le plus important qu'on perdra, c'est notre capacité à pouvoir se prendre en charge, être autonome. On se tournera tout le temps vers les autres pour qu'ils puissent essayer de nous aider. Alors qu'on est supposé être ceux-là même qui aident tout le monde. Merci beaucoup. Je trouve ça un peu triste quand on entend tout ça et quand on parle justement des difficultés que nous avons pour pouvoir nourrir nos populations. Donc c'est une question vraiment très importante. Un autre élément sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de savoir quel est votre point de vue sur le fait que si nous produisons tous les mêmes choses, par exemple le Ghana produit quelque chose que la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Guinée produisent également. Je me demande comment est-ce qu'on pourrait se vendre des produits mutuellement, avoir des échanges. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait avoir peut-être une spécialisation régionale au niveau de certains pays? Ce sont des idées qui ont été en fait émises par certaines personnes et j'aimerais voir dans quelle mesure on pourrait les implémenter si bien entendu cela vous intéresse. Alors, 4 secteurs clés ont été identifiés à notre niveau, au niveau de la SLECAF, le secteur automobile, agro-industriel, le secteur pharmaceutique et celui du transport et de la logistique. Alors, la chance que nous avons en Afrique aujourd'hui, c'est que nous avons un vaste nombre de pays qui ont donc des clients particuliers et nous avons la possibilité, en prenant en compte par exemple le domaine automobile, pouvoir identifier les zones d'assemblage dans le secteur. Cela nous permettrait justement de pouvoir avoir des intrants. Par exemple, on peut avoir le caoutchouc au niveau de la Côte d'Ivoire, puisque c'est l'une de nos spécialisations. Pour les batteries électriques, on pourrait éventuellement tenir compte de la transformation au niveau de la RDC. Donc je dirais que la chance que nous avons sur ce continent, c'est que nous avons une grande variété justement d'intrants, de matières de base. Donc si nous arrivons justement à identifier clairement ces industries de transformation au niveau des différents bassins de consommation, on pourra établir un système où il n'y aura pas de concurrence. Je partage ton point de vue. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour nous de pouvoir aller bien plus loin. On a 54 pays. Je ne vois vraiment pas cet élément comme étant un problème. Mais je pense que si on retourne justement à cette question de facilitation des échanges entre pays, je dirais que je perçois ça vraiment comme étant une opportunité plutôt qu'un défi. Je pense que c'est un sujet particulièrement important parce que quand vous échangez avec des importateurs ou des fabricants, et ils vous parlent par exemple d'un pays qui est produit dans un pays juste à côté, un pays limitrophe, mais ils ont tendance à importer ce même produit-là de la Chine parce que ça leur revient moins cher d'importer ce produit venant de la Chine plutôt que de le faire du pays limitrophe juste à côté, tout simplement à cause des histoires de taxes. Donc bien entendu, quand on parle de la responsabilité de l'Afrique, c'est au niveau de certains secteurs très
vraies clés sur lesquelles il va falloir se focaliser pour faciliter les échanges entre les pays. Je pense que c'est une approche qui doit être beaucoup plus concrète. On ne peut pas, bien entendu, aller essayer de s'attaquer à tout à la fois, mais on doit le faire par phase. Donc il peut y avoir des secteurs spécifiques que nous aurions au préalable identifiés, sur lesquels chacun des pays aurait donc des échanges commerciaux à leur niveau en tenant en compte leurs forces et leurs faiblesses. Ça serait le premier élément. Alors, c'est vrai que nous sommes très bons lorsqu'il s'agit de réagir rapidement au niveau des réformes. On décide de faire ceci, on a de bonnes politiques, nous avons de bonnes stratégies, nous avons de bons plans, mais nous avons en général des difficultés pour passer à l'implémentation justement de ce qui a été décidé au préalable. Alors je pense que cela demande également un certain dialogue politique pour pouvoir essayer de rendre tout ceci réel, concret. Alors il faut dire que je suis assez embêté par tout ce qui se dit ici. Je sens qu'on peut faire beaucoup, mais qu'on n'avance pas vraiment. Oui, mais il y a un autre élément dont il faut qu'on parle ici. Il faut dire qu'il faudrait qu'il y ait un soutien populaire. Au fait, votre question au préalable, alors moi je fais très attention au niveau des échanges et des questions de contrôle centraux au niveau des pays. Je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose, une bonne idée. Permettons au marché de fonctionner, continuons de permettre à la concurrence de progresser. C'est ça qui a été le secret justement de l'Asie. Mais je reviens sur le fait qu'il est important d'avoir un soutien des populations. Parce que si les personnes n'ont même pas les moyens et les opportunités de participer à un marché général, public, pourquoi est-ce qu'ils pourraient justement soutenir ce marché? Pour quelles raisons le feraient-ils? Il faut dire que lorsqu'il s'agit de cette question d'entrepreneuriat, nous sommes présents à Casablanca, à Lagos, à Nairobi, à Accra, et nous essayons de travailler pour permettre aux générations actuelles et aux générations à venir, on leur permet d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir participer à ce marché-là. Et en faisant cela, vous avez la possibilité de permettre aux populations justement de vous soutenir dans cet élan-là d'amélioration de leur capacité de participation au marché. Et on essaie justement de faire même une expansion au-delà de tout ceci. Donc on se demande, on regarde les capacités que nous avons, les accès en termes d'échanges commerciaux. Donc on voit maintenant comment est-ce que les populations peuvent justement réussir à être impliquées à ce niveau-là, et on voit dans quelle mesure tout cela peut permettre justement aux populations de nous soutenir encore plus et de nous permettre d'aller un peu plus loin. Il est important en fait de faire tout ça à la fois. Et justement, ça ne devrait même pas être la partie la plus difficile. Et je pense que dans la question du soutien des populations, les médias devraient pouvoir nous aider. Alors, il y a un autre élément sur lequel nous devons passer. Lorsqu'on parle des deux meilleurs, ou enfin les pays qui sont, ou du moins les éléments qui sont les plus impactants lorsqu'il s'agit de la pollution, on parle justement de certains domaines spécifiques. Donc j'aimerais savoir en fait quels sont les efforts que vous avez faits pour pouvoir rendre vos opérations beaucoup plus vertes. Alors, à notre niveau, nous sommes engagés à avoir des émissions de zéro d'ici 2040. Donc, on doit effectuer une transition depuis donc les énergies fossiles vers des énergies non fossiles. Alors, on a eu à investir énormément dans le méthane. Nous avons réussi à concevoir des bateaux qui fonctionnent justement avec du méthane. C'est une transformation importante. Nous allons avoir le premier bateau qui rejoindra notre flotte le mois prochain. C'est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose de nécessaire, de particulièrement massif. Je pense que toutes les industries devraient progressivement essayer de se tourner vers ce système. Bien entendu, au départ, c'est particulièrement difficile. Ça demande énormément de coûts, de technologies d'innovation, d'efforts, mais on se rend clairement compte que progressivement, la technologie évolue à une vitesse
vitesse assez rapide qui nous permet justement d'accélérer. Le deuxième élément qui revient à la question originelle sur les systèmes multimodaux. Comment est-ce qu'on pourrait avoir moins de camions sur les voies? Un bon exemple au niveau du Nigeria, c'est que nous avons développé un réseau beaucoup plus vaste, un réseau de chalands qui permettrait justement d'avoir par exemple 70 véhicules sur un chaland ou conteneurs sur un chaland plutôt que d'avoir 70 camions sur les routes. Donc il est important pour nous de mettre en place ces différents systèmes en plus justement de notre transition vers les énergies vertes. Merci Stéphane, c'est une question très importante et en même temps une question à laquelle il est très difficile de répondre. Je dirais que pour démarrer, j'estime que nous avons besoin de mieux comprendre en fait l'étendue du problème au niveau de nos contextes respectifs, parce que bien entendu certaines personnes passent beaucoup plus rapidement d'un point à un autre. Par exemple, passer simplement même de la route au rail, c'est quelque chose qui est faisable. C'est une véritable transition parce que bien entendu ça permettrait qu'il y ait moins de consommation, mais ce n'est déjà pas aisé. Et ça, ce n'est que la première phase. Il est important que nous ayons également une capacité à équilibrer le soutien de nos économies et en même temps partir vers les énergies vertes. Donc très souvent, on se retrouve dans des situations où on est obligé de revenir vers les énergies fossiles parce que par exemple sur un corridor, nous avons par exemple des problèmes de câbles qui sont volés. Par exemple, nous avons eu plusieurs kilomètres avec des câbles qui ont été volés. Donc très souvent, on est obligé de se focaliser sur la surveillance de ces corridors là plutôt que d'investir dans d'autres domaines. Donc on essaye de voir dans quelle mesure on pourrait continuer à travailler et se demander par exemple quel corridor serait le plus approprié pour passer à un niveau électrique par exemple. Donc il est important que nous prenions tout ceci en compte, mais on doit aussi s'assurer que l'économie progresse. Bien entendu, on ne passera pas d'un point à un autre sans vraiment y réfléchir, mais on voit bien entendu l'ambition. Oui, non, ce n'est même pas seulement une ambition, c'est un engagement. D'ici 2030, nous y serons. Et vous, à votre niveau, c'était? Bon, je ne pense pas que c'est une concurrence au niveau de la date limite. Je pense que c'est, pour nous, c'était 2040. Non, je ne dis pas que ce sera à zéro depuis jusqu'à 2030, mais bon, on aura au moins progressé. AGL, you are also going green. Alors, AGL, à votre niveau, vous êtes vert déjà? Enfin, on est dans ce processus. Donc, nous avons développé deux choses. L'initiative du terminal vert, c'est une initiative que nous avons développée avec le bureau Veritas. Au niveau de nos terminaux, nous avons 9 terminaux qui ont donc ce label. Et le label peut être utilisé également par d'autres opérateurs. Donc nous avons 8 piliers et ça part depuis comment est-ce que les immeubles sont conçus, quel type d'équipement nous utilisons, que ce soit les équipements électriques, etc. Et cela a été établi depuis 2021. Et un autre élément intéressant, c'est que de toutes les infrastructures que nous avons développées, nous passons du côté électrique. Donc, par exemple, la toute dernière infrastructure que nous avons implémentée en Côte d'Ivoire, tous les véhicules qui sont utilisés sont des véhicules électriques. Bon, ça, c'est du point de vue de AGL. Mais je dirais que dans le secteur en général, même d'un point de vue sur le long terme, il est important que nous puissions nous tourner vers d'autres moyens de transport. En Afrique, nous avons plus de 25 fleuves qui font plusieurs milliers de kilomètres. Donc imaginez le potentiel que l'on pourrait avoir si on pouvait s'appuyer sur justement ces éléments-là et développer ces moyens de transport. Merci. Can we do one thing? Alors, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Quelqu'un va poser une question en 20 secondes et quelqu'un pour répondre à cette question en 30 secondes. Can we give the microphone in 2 seconds? No, okay, I will give you my own. Yeah? Yeah? Bon, je vais vous donner mon micro moi-même. All right, thank you. So, thank you very much.
Merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Alors, pour moi, c'est une question de valeur. Je pense que vous vous embêtez avec des questions de logistique, de transport et de port de façon isolée. C'est quelque chose qui n'est pas adapté. Je pense que c'est une conversation beaucoup plus vaste parce que c'est un problème qui en fait a pour source le fait que l'Afrique soit telle qu'elle est aujourd'hui. Quand on regarde l'industrie minière, on en parlait, mais en fait c'est beaucoup plus une industrie d'extraction partant de la mine au port. Donc bien entendu, il n'y a aucune valeur ajoutée. Et je voudrais justement citer l'un des intervenants hier qui disait que nous échouons lorsqu'il s'agit de faire les choses les plus petites et qui, bien entendu, changeront le narratif de notre continent. Je dirais que c'était quelque chose de très intéressant et très passionnant. Donc, accordez-moi une seconde. Alors, je ne sais pas si on aura vraiment une réponse, enfin, à condition que vous le fassiez en 20 secondes. Alors, je voudrais aller à l'encontre. Il est important que nous nous focalisions sur le positif. On voit des usines qui apparaissent au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire. On voit l'industrie qui s'améliore progressivement. Donc, il est important qu'on se focalise sur le positif plutôt que sur le négatif. Est-ce que ça pourrait être amélioré, certes, mais je pense qu'il est important aussi qu'on se focalise sur ces améliorations qui se font. Et on pourrait justement faciliter tous ces différents mouvements-là afin qu'ils puissent progresser et que les choses avancent. Et oui, très rapidement, on voit la raison pour laquelle je parlais autant je travaille beaucoup sur la présence que nous avons en Afrique, c'est parce que nous percevons l'Afrique comme étant une solution sur la question du climat, de l'alimentation, du digital et de l'innovation. Nous percevons l'Afrique comme étant la source d'innovation pour le monde en lui-même. Merci beaucoup à tous. We've seen that Alors, we can better feed Africa. We can give jobs to our youth. We can increase notre jeunesse. We just have to be interconnected. Nous pouvons nourrir notre jeunesse. Nous devons juste être interconnectés, régler le problème de la douane. Nous devons passer à la numérisation. Nous devons passer au vert. Nous devons être multimodaux. Merci à tous. On reste là pour la photo de famille.